Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons commencer cette séance pour parler d'un livre extraordinaire. Et nous avons demandé à Karim Rouissi de venir challenger Saad sur cette question. Il a fait la route de Casablanca. Donc Karim Rouissi est un architecte que je connais depuis longtemps, puisque on s'est connus à Casa Mémoire, n'est-ce pas, qui militait déjà pour le patrimoine casablancais. Et maintenant, on s'est séparés, chacun son site. Moi, je me suis mise à Marrakech et je ne peux pas m'empêcher de militer sur le patrimoine. Donc, on a repris les mêmes efforts de Casablanca à Marrakech. Il est diplômé de Toulouse en 2000. Il a créé 2 entreprises. La première s'appelle Empreinte et la deuxième H+E. Il est doctorant en Nanterre. Et il est enseignant en SAP+D à l'UM6P. SAP+D, c'est une école d'archi qui démarre et sa première promotion, c'est cette année. Elle a eu lieu cette année. Donc les 6e années ont commencé. Et il est aussi il est enseignant pour un master sur les villes héritées et développement durable à la Sorbonne à Paris. Parallèlement, il est devenu président de Casa Mémoire aujourd'hui. Et donc, nous travaillons beaucoup en collaboration entre Casa Mémoire et Torat. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier les sponsors qui nous reçoivent. Alors, notamment le musée Yves Saint-Laurent, puisqu'on est chez eux, ici, dans ce bâtiment magnifique qui a été fait par les architectes KO, où l'on voit le mode d'inspiration arabo-musulman avec les briques en boutis qui reprennent cette façade irisée d'ombre et de lumière. Je voudrais remercier Madison Cox, qui est le président du musée Yves Saint-Laurent, la directrice du jardin majorel Sihem Kraifa, le directeur de musée Alexis Sorin et toujours Anis Berjami qui nous suit et qui nous enregistre à chaque fois que nous venons. C'est la 2e fois, donc hier nous étions là pour parler de l'exposition de Venise qui a été honorée par la présence d'architectes comme Khalil et Soumia qui sont présents parmi nous. Et c'est un grand honneur pour nous d'avoir été, en tant que Marocains, représentés à la Biennale de Venise. Mais, je vais peut-être vous ennuyer, mais je vais quand même citer tous les sponsors qui soutiennent l'association Torat, une jeune association que préside Saad Belkziz, ici présent, qui va vous être présenté par Karim plus tard. Je voudrais dire que c'est une jeune association qui a 3 ans, 2 ans et demi, elle commence à marcher. Et donc, cette association est soutenue par de nombreux sponsors. Nous avons Menara Préfa, le Conseil régional du tourisme, le ministère de la Culture, Meiden, qui se trouve la commune urbaine. Non, on va céder. Meiden avenue M, la région Marrakech. Voilà, le Conseil régional du tourisme, le Jal Riyad Resort, Darb el Erj, les 2 Tours, la Villa des Orangers, le Cycle MO, High Tech Even, Institut français, le Centre national Mohamed VI des handicapés. Et il faut les remercier chaleureusement parce que justement le CNMH a préparé l'inauguration avec une exposition magnifique qui a une réussite extraordinaire grâce à Caroline. Je suis désolée, Caroline Lefort qui aime se cacher. Elle a fait un effort extraordinaire, elle nous a montré des plantes
génial avec des personnes qui n'avaient pas tous leurs moyens. Et ça, franchement, bravo, Caroline. M Avenue, Emergine Factory, Emerging Business Factory, excuse me. Et ensuite, Insiders, il y a Montresso Art Foundation, Ordre national des architectes, Luxavia, VIA, Hibiscus Jardinage, Enfance et Découverte, Association régionale des guides du tourisme, Consulat général de France à Marrakech, l'UM6P avec sa chorale magnifique dont une représentante que je reconnais, le Douar, qui est extraordinaire aussi sur Am Avenue, Open Mind, Visite Marrakech, Poterie Zine et le restaurant Bagatelle. J'ai oublié certainement quelques personnes, mais sachez que voilà une action qui, modestement, ne fait que défendre le patrimoine de Marrakech et qui, tout à coup, sensibilise autour d'elle des personnes et des sociétés qui montrent en fait que le patrimoine peut animer certaines volontés pour aider à reconnaître les bâtiments, mais pas uniquement les bâtiments, puisque là nous allons parler de quelque chose qui est de l'ordre immatériel, c'est la culture en général. Je vous remercie et je donne la parole à Karim Roussi qui va nous présenter Souad. Merci. Merci d'être venu de Casa. Merci Slema. C'est jamais très long de citer tous les sponsors qui aident à ce genre de manifestation. Ils sont rares à se manifester, mais quand il y en a beaucoup, il faut les citer. Je remercierai, dans ta liste, Slema, je rajouterai toutes ces dames et ces jeunes hommes guides bénévoles qui participent à ces éditions du patrimoine et sans qui les éditions du patrimoine n'auront pas la même couleur. Je voudrais aussi remercier en fait toutes ces dames parce qu'en fait à Tourat, je vois que les dynamos, les leaders sont des dames que je vois devant moi et qui portent l'association. Heureusement, Tourat, c'est le nom pour patrimoine en arabe, il n'est pas genré. C'est un peu comme heritage en anglais. Et peut-être que si on parle de ces associations, Casa Mémoire aussi au début, c'est initialement des dames qui étaient autour de Casa Mémoire, Jacqueline Aluchon et toute l'équipe avec Selma, avec toutes ces équipes. Et donc en fait, on parlerait de matrimoine plutôt que de patrimoine pour leur rendre hommage. Alors sans trop tarder, je vais d'abord essayer de présenter Lella Souad. Même si la présenter à Marrakech, sa réputation est toute faite, elle est connue. Et donc, en fait, c'est avec plaisir d'animer cette rencontre. Moi, Souad, je l'ai connue d'abord en tant que maman, puis en tant que mamie, avant de découvrir la collègue engagée, l'enseignante passionnée et surtout la chercheuse infatigable. Depuis 3 ans, Souad nous crédite chaque année d'un nouveau livre. Aussi ambitieux l'un que l'autre, aussi documenté l'un que l'autre, aussi inspirant l'un que l'autre. Merci Souad. Donc Souad, comme j'ai dit, n'a plus besoin d'être présenté, surtout ici à Marrakech, sa ville de cœur, son terrain d'engagement, son laboratoire vivant. Elle est architecte, urbaniste, géographe, diplômée des Beaux-Arts à Paris, de l'université de Vincennes et de la Sorbonne Université. De retour au Maroc, après une première expérience en tant qu'architecte fonctionnaire, elle fonde son agence d'architecture en 1985 et devient une véritable actrice de terrain, alliant savoir et action. Une grande partie de sa production professionnelle est dédiée à la sauvegarde du patrimoine, avec des projets emblématiques, je vais en citer un certain nombre, mais la liste n'est pas exhaustive. L'étude de sauvegarde de la Médina de Marrakech, dont Souad parle comme son élément déclencheur, donc en fait le projet le plus important qui a créé sa rencontre avec la ville, le plan de sauvegarde de la Médina de Taroudan, la requalification du circuit spirituel Sbaatou Rijal, la réhabilitation du Millah de Marrakech, le réaménagement de circuits à l'intérieur de la Médina
et plus récemment la réhabilitation de la coupole Zevaco à Casablanca. Donc en fait, elle agit même en dehors de son Marrakech, c'est sur du patrimoine moderne. Alors, militante convaincue, elle a cofondé l'association Tourat, dédiée à la préservation du patrimoine matériel et immatériel de Marrakech. Elle est aussi, vous le savez, auteure prolifique dont plusieurs ouvrages ont marqué le débat sur l'urbanisme et le patrimoine au Maroc. Alors, ces livres, Le miracle de l'eau, en 2022, une relecture de Marrakech comme cité-jardin fondée sur une ingéniosité hydraulique remarquable. Cartographie de Marrakech en 2023, un travail rare sur l'histoire urbaine à travers les plans anciens de la ville. Palais et forteresse de Mansour Dehbi en 2024, coécrit avec son père. Un hommage à l'héritage saadien, et c'est aussi en fait un patrimoine qui est transmis de père en fille, et ça c'est assez remarquable. Et aujourd'hui, elle va nous présenter son dernier livre, L'énigme de l'Aqba almoravide à Marrakech. Mais avant de passer au livre et au contenu, je voudrais d'abord te poser une première question. Où trouves-tu toute cette énergie pour produire chaque année un livre? Et puis dans le prolongement de cette question, et je sais que tu répondras par le positif, c'est quoi le livre qui est dans les tiroirs et qui va sortir bientôt? Merci Karim. Vraiment, je suis très heureuse d'être à tes côtés aujourd'hui. Et tu viens de terminer les Journées du patrimoine de Casablanca. Et c'était vraiment impressionnant aussi, toutes les activités qui ont été faites à Casa. On était vraiment impressionnés de loin, alors qu'on préparait aussi nos Journées du patrimoine. Et c'est un bonheur d'être à côté de toi aujourd'hui. Toi aussi, tu as tellement fait pour le patrimoine et pour la ville de Casa. Voilà. Et où je trouve cette énergie? Le matin, à 5 heures du matin. Et c'était quoi l'autre question? Le prochain. Ah, le prochain, parce que le prochain, c'est le patrimoine du XXe siècle. C'est un livre en 2 tomes que j'ai depuis l'année dernière et que je tarde à sortir parce qu'il y a plein d'erreurs dedans. Celui-là, c'est pas le prochain, mais c'est celui qui sortira après. Parce que chaque année, tu me parles de celui-là et chaque année, tu en sors un. Oui, parce que... Est-ce qu'il y en a un autre qui va... Oui, parce qu'en fait, je sors les livres qui, pour moi, c'est un peu plus facile, quoi. Alors que ce morceau-là du patrimoine du XXe siècle, je l'ai en 2 tomes et vraiment, ça me passionne parce que c'est un peu une recherche sur le patrimoine du XXe siècle, mais sur Marrakech. Et c'est pratiquement des choses qui se sont perdues, beaucoup perdues. On n'en parle plus du tout. Et ça fait peut-être des années que j'accumule des documents, que je cherche. Et avec tous ces documents, j'ai presque terminé ce livre, mais pour le sortir, il faut encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et ça sera certainement le prochain. En tout cas, bravo. On est dans un pays où on produit très peu et où les architectes écrivent très peu. Donc, elle mérite vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors là, on va passer au livre d'aujourd'hui. Je vais tenter une synthèse du livre, en tout cas ma lecture du livre, avant de passer aux questions que j'ai concoctées pour toi, Leila Souad. Donc, ce nouveau livre est plus qu'une étude sur un bâtiment patrimonial, c'est une enquête sensible, exigeante et lumineuse sur un édifice à la fois discret en apparence et immense dans la portée symbolique. L'Aqba almoravide, ce rare vestige du XIIe siècle, redécouvert en 1950 dans la fonction exacte et la signification contenue d'alimenter les débats. Donc déjà un mystère sur la fonction exacte, tu nous en parleras plus tard parce que tu ouvres des portes. Tu proposes de replacer cette Aqba dans son contexte originel, un Marrakech almoravide, ville fondée par Youssef Mtechfine, pensée comme carrefour spirituel, hydraulique, politique et militaire.
Et là aussi, en fait, tu ouvres des portes parce qu'en fait, ce Marrakech almoravide, détruit, ravagé par les Almohades, on n'en connaît pas beaucoup. Et c'est dans la continuité de ton livre sur le mystère de l'eau, qui est très intéressant parce qu'il lie en fait la symbolique de l'eau et puis en fait en relation avec la politique de chaque dynastie et la manière dont chaque dynastie pense le territoire et organise son territoire. Tu interroses son rôle. Faisait-elle partie intégrante de la première mosquée? Était-elle un mihrab, un pavillon d'eau, un édifice commémoratif? Et pourquoi les Almohades l'ont-ils préservé tout en effaçant ces inscriptions? Exactement. Donc en fait, là aussi, c'est un mystère. Exactement. Personne ne s'est posé cette question qui est fondamentale. Exact. Alors tu nous offres une lecture fine de son architecture, des arcs entrecroisés, donc tu passes à la partie technicité et donc en fait à tous les avancées techniques qu'on retrouve dans ce petit édifice. Donc des arcs entrecroisés à la coupole suspendue, en passant par le bassin central, la lumière et la géométrie. Tu montres comment la Qubba réunit rigueur saharienne et raffinement andalou. Ça aussi, c'est important. Donc, en fait, c'est une sorte d'architecture hybride avant l'heure et en fait une sorte de croisement entre des courants culturels venus du nord et des courants culturels venus du sud. Innovation technique et symbolique spirituelle. Et tu nous invites à redécouvrir la richesse de son décor entre feuillages, étoiles, coquilles, qui nous parle à la fois de science, de foi et de pouvoir. Ce livre est donc aussi une méditation sur la transmission du patrimoine, sur ce que nous choisissons de conserver, de comprendre, de transmettre. Pour tout cela, cher Souad, merci. Et maintenant, on va passer aux questions. Donc, on est à Marrakech, ville des Sbaatou Rijal. Donc, j'ai mis en place 7 portes de lecture, un peu comme les 7 lampes d'architecture de Ruskin. Et donc, en fait, je vais commencer à te poser des questions d'abord sur l'origine du projet. Donc, 2 questions. Alors, pourquoi tu as choisi de consacrer tout un ouvrage à ce petit édifice, à la Qubba almoravide? Et puis, quel est, selon toi, le plus grand mystère qu'elle pose encore aujourd'hui? À toi la parole. Merci Karim. Merci d'abord. Comment tu as interprété, c'est vraiment tout ça, tu as tout réuni et merci. Pourquoi j'ai consacré ce livre à ce monument? En fait, c'est l'aboutissement d'une très très grande réflexion sur l'eau et que j'ai commencé il y a très très longtemps. Je l'ai commencé après avoir fait l'étude architecturale de la sauvegarde de la Médina de Marrakech, puisque j'ai fait une analyse très approfondie, urbanistique, de l'évolution urbaine, comment la ville a évolué à travers les dynasties. C'est un travail que j'ai fait en 2001. Et après, on m'a confié un projet, un petit projet tout petit. C'est la restauration de la fontaine Chorbachouf. Fatine était là. On a travaillé ça avec la princesse Vanna Sedok à l'époque. Et c'était un tout petit projet, mais je l'ai pris vraiment à cœur. Et je me suis dit, d'où vient cette eau qui alimentait la fontaine Chorbachouf? Et j'ai commencé à faire vraiment pratiquement une recherche archéologique, puisque j'essayais de trouver tous les meïdats. Les meïdats, c'est des petits regards qui amenaient l'eau. Et j'ai commencé à reconstituer tout le parcours. Alors, on va traduire. Meïda, c'est petit estomac. Et donc, en fait, c'est en analogie à cet élément qui accueille l'eau et qui le fait circuler. Exactement. Et donc, j'ai reconstitué tout ce parcours de l'eau qui arrivait à la fontaine Chorbachouf. Et quelle a été ma surprise d'aboutir sur la citerne de la Qubba almoravide. Et du coup, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable, parce que je me suis dit que toute l'étude que j'ai faite lors de l'étude de la sauvegarde, il manquait quelque chose. Il manquait les données sur l'eau. Parce que je me suis aperçue que cette Qubba almoravide était la centralité urbaine et que cette citerne était la centralité urbaine, puisque à partir de la citerne,
allaient des réseaux qui allaient donc irriguer approvisionner l'eau dans tous les quartiers. Et tous ces quartiers étaient périphériques. Et en fait, on avait toute une organisation radioconcentrique autour de la grande mosquée arabo-musulmane. Mais ce que j'ai découvert en fait, c'est qu'à l'intérieur de cette grande mosquée arabo-musulmane, il y avait la citerne d'eau. Et donc la mosquée, en fait, était une gardienne de l'eau. Et en même temps, c'est à partir de la mosquée qu'on faisait toute la distribution à partir de tous les quartiers. Alors du coup, c'est ça le mystère en fait que relève cette découverte et qui donne des interprétations. Oui. Alors le mystère, c'est qu'en fait, on n'a jamais compris qu'est-ce que c'était cette Rouba al-Moravide. Il y a énormément de chercheurs, chacun donnait une interprétation. Parce que autour de cette Rouba, il y a un ensemble d'éléments qui faussent la lecture de cette Rouba. Il y a d'abord les latrines qui sont tout autour. Il y a 22 loges de latrines. Et du coup, ça fausse complètement la lecture parce que ces latrines, en fait, n'ont apparu qu'à l'époque almohade. Et donc, ils sont ultérieurs. Et il y a aussi les vestiges d'une fontaine, également des vestiges ultérieurs. Et du coup, ça fausse toute la lecture de cette Rouba. Et donc, une fois qu'on a supprimé tous ces éléments qui viennent autour, on se dit, mais donc alors, où était cette Rouba, quel était son rôle, etc. Et en fait, moi, chaque fois que je fais une recherche sur un monument ou sur quelque chose, j'aime bien aller me balader ailleurs, aller voir ce qui se passe dans les autres pays arabo-musulmans, comment ça se passe, etc. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à pouvoir faire des liens. Et en faisant cette recherche, je me suis aperçue que dans toutes les grandes mosquées arabo-musulmanes, dont la première mosquée du prophète, on retrouvait cette petite coupole à l'intérieur de la cour de la grande mosquée. Et c'est la même chose dans la grande mosquée de la Mecque, avec l'eau Zemzem. Du coup, on retrouve ces liens, c'est-à-dire l'eau de Zemzem, le puits de Zemzem, est situé au milieu de la cour de la grande mosquée. Et donc, c'est une tradition vraiment importante où à chaque fois, l'eau est amenée dans la grande mosquée pour pouvoir être gardée, parce que c'est un élément sacré. Et l'eau a toujours été un élément important dans la religion, dans l'islam, puisque l'eau devait être un élément qui devait être accessible à tous les gens de la population, que ce soit la population, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Tout le monde a droit à l'eau dans la culture arabo-musulmane. Alors, juste pour rappeler ce que tu disais sur ton ancien livre sur la gestion de l'eau dans la médine de Marrakech, cela dépendait aussi de la politique et de la dynastie. Il y a des dynasties qui géraient l'eau à partir de mosquées, d'autres qui le géraient à partir du palais. Donc en fait, oui, c'est en fonction du centre du pouvoir où il est. Oui, parce qu'il y a eu une évolution assez importante dans les modèles d'organisation, même urbanistique. Et quand je fais justement ces recherches, je me retrouve qu'au fil du temps, il y a des organisations différentes à chaque fois. Il y a l'organisation à l'époque almoravide, c'est-à-dire la mosquée jouait un rôle fondamental. C'était l'organe politique et qui jouait un rôle assez important dans la ville. Et même les réunions, le tribunal, le trésor, tout était dans la mosquée. Après, il y a eu une évolution dans ce système d'organisation urbanistique
où, du coup, surtout avec les Almohades, moi j'appelle ça l'urbanisme princier. C'est-à-dire que les Almohades ont voulu créer leur propre, disons, leur propre palais, avec une mosquée à l'intérieur. Et donc, tout le système a changé. Il a changé de la mosquée au palais. C'est à partir des Almohades, après les Saadiens, la même chose. Et jusqu'à un autre élément urbanistique que j'appelle l'urbanisme religieux, où on a commencé à donc avoir des évolutions autour d'un saint. Et ça, c'est à partir des Saadiens qui ont introduit justement ce système où ils ont fait rapprocher tous les hommes saints, en fait, pour qui les aidaient à garder le pouvoir, à consolider leur pouvoir. Super. En fait, on va ouvrir la deuxième clé, la deuxième porte. En fait, on va poser des questions sur la méthode de travail. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu as pu croiser les sources historiques, archéologiques, urbanistiques pour construire ce raisonnement en fait que tu nous donnes à lire. Cartographique aussi. Cartographique très important parce que donc j'ai fait l'étude de sauvegarde de la Médina de Marrakech. Donc j'avais tous les documents de la restitution, etc. Et mon premier livre sur le miracle de l'eau m'a beaucoup aidé parce que en fait j'ai reconstitué tout le système hydraulique souterrain de chaque dynastie. La dynastie almoravide, almohade, saadien et alaouite. Et donc j'ai fait une reconstitution de tout le système hydraulique. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à comprendre des éléments très, très importants au niveau urbanistique, au niveau... Tu cites aussi énormément des sources d'archéologues, en fait, les travaux des archéologues qui ont travaillé sur cette repas depuis sa découverte dans les années 50. Tu confrontes les points de vue et puis ça te permet de construire ton propre récit, de prendre position. J'aimerais bien que tu en parles. Exactement. En fait, les archéologues m'ont donné la base, quoi, parce que j'aurais pas pu avancer sans les archéologues qui ont fait des conclusions assez intéressantes, puisque c'est eux justement qui ont pu montrer qu'en fait toutes les latrines qui sont autour sont des latrines qui se sont construites après la Roupa almoravide et son bassin. Et donc, moi, après, quand j'ai cet élément, je peux aller un peu plus loin. Et je peux dire, puisque ces latrines n'existaient pas, alors cette Roupa, où est-ce qu'elle était ? Alors du coup, en fait, dans ce travail multidisciplinaire qui a recours à l'historien, à l'archéologue, à l'urbaniste, etc., quel est l'apport de l'architecte ? Est-ce que c'est pas le fait qu'un architecte marche un peu à l'intuition, essaye d'interpréter des choses plutôt que de rester sur des choses plutôt carrées ? On en parlait avec Slima tout à l'heure et on disait que c'est peut-être ça, en fait, la manière dont tu travailles. Moi, je travaille en tant qu'architecte, mais beaucoup en tant qu'urbaniste et géographe, parce que j'essaye un peu de travailler dans une recherche un peu plus complète, en essayant de lier les éléments, par exemple, hydrauliques, urbanistiques, architecturaux, mais je ne travaille jamais sans un modèle que je recherche qui peut ressembler au modèle que j'étudie. Et je vais toujours un peu plus loin que par exemple, là j'étudie sur Marrakech, mais je vais aller chercher des exemples similaires pour comprendre un peu le modèle, parce qu'on sait que toujours les sociétés ils faisaient leur propre réalisation, mais il y avait toujours un modèle qui les inspirait et qui se répétait dans plusieurs villes,
Et sachant que les villes arabo-musulmanes étaient toutes connectées par les caravanes, il y avait vraiment une connexion très très grande entre l'Orient, l'Occident. En sorte, il n'y avait pas Internet, mais il y avait la circulation des idées, des modèles entre les différents pays. Exactement, à travers les caravanes, c'était assez incroyable. Il y avait des routes, la route de l'or, la route de la soie, la route... C'est ce qui fait qu'aussi, en fait, on a des modèles qui arrivent du sud, des modèles qui arrivent d'Andalousie, qui arrivent d'Arabie aussi, en fait, en Exactement. Mais ce que j'apporte peut-être de différent, c'est que, en fait, je dis que cette Rouba al-Mouravide, en fait, elle a pratiquement 2 vies. Elle a une vie où il y a une relation très très importante avec l'Orient, parce que tous les matériaux avec lesquels elle a été construite sont nouveaux au Maghreb, que ce soit au Maghreb ou en Andalousie. Et tout le système constructif de cette construction sont une révolution dans le Maghreb occidental. C'est une autre porte qu'on ouvrira plus tard. Alors en fait, on va passer au contexte historique. Et donc en fait, sur le contexte historique, moi je voudrais savoir en quoi le choix de Marrakech comme capitale par Youssef Ntachfine éclaire-t-il la fonction symbolique de la Rouba, en fait la relation entre Youssef Ntachfine et la Rouba, et tu avances qu'elle se trouvait dans le Sahn de la grande mosquée. Qu'est-ce qui fonde en fait cette hypothèse? Qu'est-ce qui te permet d'avancer cette hypothèse? Ce qui me permet d'avancer cette hypothèse, parce qu'on a toujours cherché la grande mosquée de Youssef Ntachfine, on ne l'a jamais trouvée. Masjid al-Tob, c'est-à-dire une mosquée avec de la boue, construite avec de la boue. Et ça, c'est impressionnant parce que comment se fait-il que Youssef Ntachfine, qui est donc un territoire jusqu'en Andalousie, qui a conquis un territoire assez impressionnant, va construire dans sa capitale une mosquée en boue, Masjid al-Tob. Et en fait, Masjid al-Tob, c'est la brique. C'est la brique cuite. La brique cuite et avec des techniques révolutionnaires. Et déjà, quand il a construit Qasr al-Hajab, je ne sais pas si le Hajj est avec nous aujourd'hui, non. Quand il a déjà construit Qasr al-Hajab, c'était avec des choses révolutionnaires. Et dans mon livre, j'essaye de décrire ce Qasr al-Hajab, le mur qui reste sur Qasr al-Hajab. Les archéologues, encore une fois, je m'appuie sur les archéologues qui ont étudié ce mur. Et c'est un mur qui a été construit et jamais reproduit avec la même technologie, ni avant ni après. Il est unique. Le système constructif avec quoi il a été construit est quelque chose de vraiment unique. Et donc, ça veut dire que Youssef Ntachfine a construit avec des techniques révolutionnaires. Et on trouve même à l'intérieur, donc les archéologues l'expliquent, un arc en briques cuites également construit avec des techniques révolutionnaires. Et ça, c'est avéré que c'est sous l'ère de Youssef Ntachfine et pas de son fils? Non, ça c'est pas. Les archéologues ne le disent pas parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent des grandes analyses. Mais il y a. Moi, ce que je dis, en fait, déjà au niveau de la terminologie, parce que c'est quelque chose qui est resté ancré dans la mémoire collective, Masjid al-Tob. Et en fait, si c'est resté ancré dans la mémoire collective, c'est parce que c'était quelque chose de révolutionnaire. Mais ce n'était pas quelque chose de vraiment... Parce que si c'était commun de la boue, il ne serait pas resté, quoi. Et en fait, je m'appuie aussi sur des conclusions d'historiens, comme par exemple Hamid al-Triki, qui le premier a dit que la mosquée de Ali ibn Yusuf, en fait, a été construite sur le même emplacement que la mosquée de son père.
Donc ça, c'était un élément fondamental qui pousse à dire qu'en fait, voilà, donc on retrouve là déjà l'emplacement de cette mosquée en Taube. Et du coup, quand on fait une analyse très très fine de cette repas, on voit qu'il y a deux choses complètement différentes à l'intérieur de cette repas, des décorations, l'une vers l'Orient, l'autre vers l'Andalousie. On va passer au plus passionnant, à l'architecture et au symbolisme dans cette repas. Et tu fais dialoguer, en fait, dans ton travail, spiritualité et science, dans la conception de la repas. Tu fais référence à la métaphore cosmique. Et puis, en fait, tu fais référence aussi au puits de Zemzem et dans sa relation avec la repas et la mosquée almoravide. Est-ce que tu peux développer? Oui, parce que, en fait, j'arrive pas toute seule à cette conclusion. Bien sûr, il y a une recherche assez approfondie avec d'autres auteurs qui ont approché un peu également. Et en fait, il y a un auteur qui effectivement va dire que cette repas avec ce dôme a énormément de similitudes avec les dômes qui étaient à la mosquée de la Mecque. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des recherches incroyables. J'aime bien faire ces recherches et j'ai retrouvé des cartes très, très anciennes qui montraient justement des photos de cette repas, parce qu'il y avait 3 repas qui ont été démolis après. Et j'ai commencé à retrouver effectivement qu'il y avait une similitude assez importante entre les repas qui se trouvaient à la Mecque, donc qui couvraient le puits de Zemzem, avec cette repas. Et du coup, donc, c'est toute une approche, tout un lien, et d'où cette relation avec le sacré. Et qu'en fait, cette référence à l'eau de Zemzem est assez importante. Et c'est par rapport aussi aux Almoravides, quand ils ont créé la ville de Marrakech, ils ont fait un travail assez considérable pour justement ramener l'eau du pied de la montagne jusqu'à l'intérieur de la ville, et ça représentait donc un symbole très très fort déjà pour réaliser. Et ça serait une raison de la pérennité de cette repas, en fait, et du fait qu'elle n'a pas été... Qu'elle n'a pas été démolie par les Almohades, parce qu'ils ont démoli toute la mosquée, sauf cette repas. Ils ont même martelé les inscriptions. Ça, c'est important. Ça veut dire on martèle le nom des Almoravides, mais on garde la symbolique. On garde la symbolique. Alors, on va passer aux techniques. Tu as parlé tout à l'heure de briques de terre cuite, et tu expliquais qu'en fait, ces briques de terre cuite, en fait, qui est une technique remarquable à cette période, en fait, et qui arrive pour la première fois, qu'on retrouve pour la première fois au Maghreb. Au Maghreb, et qui n'était pas en Andalousie. Donc, ça veut dire qu'elle vient d'Orient. Qu'est-ce qu'elle apporte, en fait, cette technique, en termes constructifs? Elle apporte énormément de choses. Elle est plus maniable, elle est plus... on peut faire des formes différentes, on peut faire des formes nouvelles, etc. Et en fait, la technique utilisée était révolutionnaire, parce que faire des arcs entrecroisés en briques cuites qui en fait sont porteurs, parce que c'est une nouveauté. Donc je m'appuie aussi sur des références, c'est-à-dire je ne travaille pas toute seule. Et dans tout l'Espagne musulmane, on n'a jamais eu ces arcs entrecroisés en briques cuites. Ils étaient décoratifs. Sur ces arcs, tu dis en fait que c'est à la fois structurel, donc porteur, et en même temps que c'est porteur de sens. Et porteur de sens. Qu'est-ce que ça veut dire?
porteur de sens parce que moi je dis qu'en fait, si on va voir bien, étudier qu'est-ce que c'est, on va voir que ces arcs constituent comme une couronne sur l'eau. Et d'où le Wakana Arshuhu Fawqa-al-Ma. Et donc je fais un peu ce lien-là. Je fais ce lien-là, Wakana Arshuhu, et son trône était sur l'eau. Et ces arcs, en fait, quand on les regarde, je ne sais pas si les images passent, là. Ça, c'est la citerne. Et la citerne, en fait, n'était pas couverte à la période almoravide. Ça aussi, c'est les archéologues qui donnent l'information. Et toute l'architecture, tous les arcs construits sont des nouveautés dans l'architecture. Tu peux nous parler en fait de tous ces prouesses techniques en fait que tu décris dans le livre et qui sont des avancées en fait en termes de techniques constructives apportées par cette roupa en fait qu'on retrouve dans cette roupa, peut-être qu'on retrouvait aussi dans d'autres bâtiments almoravides disparus, oui, mais qui sont en fait une avant-première en fait dans notre territoire maghrébin. En fait, cette construction en briques cuites. C'est assez incroyable. D'abord, relever qu'un élément important, c'est que les chercheurs ne se sont pas du tout intéressés à toute cette technologie ancestrale. Et même quand on va regarder, par exemple, comment est la construction, même des murs à l'intérieur de la Médina, on voit qu'il y a des techniques assez incroyables de cette brique cuite. Mais la roupa almoravide constitue un ensemble donc, de techniques qui ont utilisé pour la première fois. Et donc, je me suis aussi approchée de beaucoup de documents, notamment des documents d'un Italien qui a eu la chance de venir étudier cette roupa alors qu'elle était en restauration. Donc il n'y avait pas les enduits. Et donc il a pu faire une étude approfondie vraiment assez importante. Et on voit qu'en fait, les briques ne sont jamais utilisées seules et elles sont utilisées avec du bois. Et c'était voilà, et toutes ces techniques, donc je mets dans le livre, j'ai beaucoup de coupes où Paolo Vitti a fait un travail mais assez extraordinaire pour justement montrer le rôle du bois dans cette structure, parce que ça permet de faire une consolidation assez incroyable, de parler aussi du rôle des enduits. Et du coup, quand on va commencer à voir tout ce qui a été fait dans cette roupa, on dit mais c'est la solution parasismique, tout simplement. Et du coup, cette roupa n'a pas vraiment suscité la recherche nécessaire pour justement tout montrer, cette technique assez extraordinaire. Et moi, je pense qu'elle est vraiment un témoin d'une richesse assez extraordinaire. Et puis, je fais aussi le lien parce que il y a beaucoup aussi de chercheurs qui disent que dans les villes où il y a eu des systèmes hydrauliques ancestraux comme les Khtara, etc., c'est toujours des ingénieurs qu'on appelle d'ailleurs al-Mohandis. Et ces ingénieurs, en fait, n'étaient pas uniquement spécialistes de l'eau, mais ils étaient spécialistes de la terre.
Et c'était des grands mathématiciens qui avaient des connaissances assez incroyables. Et une fois qu'ils terminaient l'Ahtara, c'est-à-dire parce qu'il fallait vraiment des connaissances mathématiques assez développées, une fois qu'ils amenaient l'eau jusqu'à la ville, ils construisaient donc les bâtiments, les ponts, etc. Et donc avec des recherches également, par exemple par exemple le Kharaji en Iran, la même chose. Donc une fois qu'il termine Sartara, il construit un pont. Et c'est incroyable quand on fait l'analogie du pont qu'a construit le Kharaji au pont, on trouve qu'il y a une analogie avec les ponts qui ont été construits à Marrakech. Et donc, on peut dire que dans la ville de Marrakech, les techniques utilisées dans la terre étaient assez extraordinaires. Dont justement cette roupa al-Moravide, dont il y a aussi la mosquée al-Mouhad aussi. Les ponts qui ont été construits sont des techniques tout à fait exceptionnelles et qu'on ne connaît pas alors qu'ils sont devant nous. Il va falloir vraiment que les architectes se penchent sur ça. Moi, à mon avis, j'ai commencé, j'ai pas terminé. Je vois Khalil et Houda ici présents, je vois des jeunes architectes, des étudiants en architecture, donc les gars, il y a du travail encore. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une richesse fabuleuse. Il y a des leçons, d'architecture. Il y a des leçons d'architecture. Moi, je dis que ce livre-là, c'est peut-être juste un début, quoi. Parce que je donne quelques éléments. Je parle justement du rôle du bois, comment il est placé, comment c'est juste une prouesse technique assez incroyable. Comme je ne peux pas m'empêcher de remettre la casquette du militant de temps en temps, c'est navrant de voir en fait tout ce travail qui est fait au XIIe siècle et de voir qu'aujourd'hui on patauge à sortir une réglementation pour construire avec des matériaux locaux. Oui, et que finalement, donc je vais vite fermer la parenthèse du militant, que finalement en fait on doit attendre que les techniques et les certifications ne viennent de bureaux d'études et de bureaux de contrôle européens pour qu'on puisse finalement construire avec un matériau qui a fait plus que ses preuves dans nos contrées et que en fait on continue à donner des leçons, les gens viennent comprendre nos bâtiments, s'en inspirer et construire avec. Donc exactement. Voilà, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour les jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants, je crois, ici aujourd'hui. Rita. Rita est en train de faire son diplôme sur la Roupa al-Moravide et donc, tu te rappelles d'elle, Rita? Oui, bien sûr. Et donc, elle a beaucoup de travail à faire. Donc, avant-dernière porte, on va passer à l'ornementation. Et en fait, la question, c'est comment expliques-tu l'équilibre entre l'austérité héritée de l'architecture locale ou saharienne et la richesse en fait de l'ornementation andalouse qui se retrouve dans ce bâtiment. On sait bien que les Almohades après vont partir sur une architecture encore plus austère, quoique le Moqarnas on le retrouve aussi dans la mosquée de Tinmel, mais le Moqarnas il a aussi un rôle constructif. Le Moqarnas, le premier Moqarnas qui a été fait, c'est sur cette roupa. Non, je sais. Moi, je suis amoureuse de cette roupa depuis des années. Donc. Non, donc je voudrais juste que tu nous parles en fait comment on est arrivé sur ce bâtiment à trouver un équilibre et en fait des sources d'inspiration diverses et comment en fait ces sources d'inspiration diverses ont pu être mêlées pour donner une architecture exceptionnelle. Alors, moi je dis que la roupa, c'est ce que je disais tout à l'heure, a deux vies. L'une sous Youssef Ben Tachfine et l'autre sur Ali Ben Youssef. L'un avec une influence orientale, l'autre avec une influence andalouse. Et je ne suis pas la seule à le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu, encore une fois, des chercheurs qui ont approché cette hypothèse, puisqu'il y avait... Il y a d'autres mosquées donc au Maghreb qui ont été construites par les Almoravides et après qui n'ont jamais été démolies. C'est-à-dire que... peut-être qu'il y a une hypothèse qui va dire Youssef Ben Tachfine a construit sa mosquée,
d'abord elle était peut-être moins grande, et qu'elle est venue et l'a agrandie. Et moi, je me dis peut-être qu'elle a eu deux vies, puisque même au niveau de la décoration, on va voir que ce sont deux décorations complètement différentes. L'une qui est sur des éléments porteurs, originels, et l'autre dans les éléments de remplissage. Qui est un rajout. Qui est peut-être une vision nouvelle d'un roi qui a eu beaucoup d'influence avec l'Andalousie et qui va peut-être donner une nouvelle image de sa mosquée, peut-être avec une réinterprétation, C'est drôle parce que ça renvoie aussi au texte de Ibn Khaldoun, en fait, qui explique en fait, dans l'Asabiyya al-Qabaliya que les premiers de la dynastie sont austères, sont rigides, sont plutôt militaires, et que les descendants sont plus baignés dans la culture, dans le savoir, et qui ont envie de laisser des choses pour la prospérité. Exactement, mais malheureusement, les historiens ont interprété justement Yusuf ben Tashfin, la première période. Pas uniquement, ils ont dit vraiment, ils ont un peu donc ils ont dénigré. Non, c'est pas dénigré, c'est ils ont défiguré un peu le rôle de Yusuf ben Tashfin en disant que il n'a pas construit de remparts, il n'a pas construit de grandes mosquées, il n'a pas construit. Mais c'est Ali ibn Yusuf qui est venu, qui a tout fait, qui a construit donc avant Ali ibn Yusuf, Yusuf ben Tashfin n'a pas vraiment institué la ville. Et ça, donc, c'est pour ça que je dis l'énigme. Quand je dis l'énigme de la Roupa almoravide, c'est pas uniquement l'énigme de cette Roupa almoravide, mais c'est toute l'énigme de la période almoravide à Marrakech, qui est très très mal connue. Ben, c'est normal parce que tout a été démoli, il n'y a plus de repères. Mais en essayant de croiser des données, comme je dis, hydrauliques, archéologiques, en essayant, peut-être qu'on peut approcher des choses, mais ça reste toujours des hypothèses, bien sûr. Tout ce que je dis aussi dans mon livre, c'est des hypothèses, quoi. Avec des choses qui sont simplement étayables, par exemple la datation des décorations en fait sur les éléments porteurs et voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire aujourd'hui. Voilà, mais les décors, par exemple, les premiers décors, j'ai fait des recherches encore une fois. En essayant de comparer avec tous les décors en Orient, etc. Et j'ai retrouvé vraiment énormément de similitudes. J'ai même donné des exemples qui étaient exactement similaires. Donc, ce livre, en fait, je le fais, mais toujours en essayant de trouver des repères, de faire des recherches pour pouvoir un peu, disons... expliquer toutes les hypothèses que je donne. D'ailleurs, ça m'a intrigué à la lecture du livre, en fait, la partie que tu consacres aux nouvelles technologies et en fait à la recherche future qui s'ouvre avec toutes ces nouvelles techniques qui permettent en fait d'approcher les choses différemment. Si tu peux en dire un mot, Souad. Peut-être pas moi, mais Sirita veut dire un mot, qui est spécialisée. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a des techniques qui peuvent peut-être les scans, etc. et tout ça, qui peuvent... mais je pense que... D'ailleurs, c'est Philly qui le dit dans le... c'est Philly, c'est pas moi. C'est Philly qui le dit dans l'introduction. Et c'est dommage parce que Philly devait être avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir. Abdallah Philippe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un archéologue marocain. Et là, il a ouvert un grand chantier à Tinmel. Donc, en fait, il est... le séisme étant ce qu'il est, ravageur, etc. Mais si on peut dire qu'il y a des bons côtés d'un séisme, c'est que ça permet de travailler sur le patrimoine, d'ouvrir des sites archéologiques, de faire des fouilles. Donc là, en fait, ils sont en train de travailler sur plusieurs hectares à Tinmel. Et ils ont déjà en fait des premières recherches, en fait, des premiers aboutissements de leur recherche. Alors toujours sur l'aspect ornementation,
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fameuse étoile intrigante, étoile almoravide, et quelle signification tu lui attribues? Oui, parce que sur le dôme, il y a une étoile à 7 branches et je ne suis pas la seule à dire. Beaucoup de chercheurs. Olivier Lavandeur. Je sais, peut-être une relation avec le ciel, parce que c'est marrant, parce que cette étoile à 7 branches, voilà, on ne la voit que du ciel. On ne peut pas la voir comme ça. On ne la voit ni à l'intérieur, ni. Il faut vraiment faire justement parce que magnifique photo d'ailleurs qui m'a été offerte et donc et qui montre cette étoile à 7 branches et qui n'est vue que du ciel, d'où cette relation avec le céleste. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Et beaucoup de chercheurs disent qu'en fait, c'est très rare les étoiles à 7 branches dans la décoration, dans l'art musulman. Alors parfait, on va passer à la dernière porte, la porte de l'engagement patrimonial. Et donc en fait, tu proposes plutôt cette coupa à l'inscription comme patrimoine universel de l'UNESCO. On sait que quand on présente un bien à l'UNESCO, c'est par rapport, dans le jargon de l'UNESCO, on parle de la vue, la valeur universelle exceptionnelle. Qu'a-t-elle de valeur universelle exceptionnelle? Quel enseignement nous apporte cette coupa et en fait, dont elle serait l'unique pièce qui devrait en témoigner à l'échelle de l'UNESCO? Et je pense qu'elle est unique. C'est l'unique pièce et elle représente vraiment, disons, un lien entre toutes les richesses de l'Orient, de l'Andalousie et du Maghreb. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'elle est unique, parce qu'on retrouve tous les éléments, que ce soit décoratif ou technologique. Et aussi, la Coupa almoravide était le départ de tout le langage architectural de l'architecture islamique au Maghreb. C'était le départ, vraiment le départ. Et c'est avec ce langage architectural avec toutes les innovations de cette coupa qui ont été repris plus tard par les Almohades, par les autres dynasties et qu'ils ont développé, comme le Mqarnas, comme beaucoup d'éléments. Et tous les arts qu'on retrouve après l'arc en ogive, tous les arts qui ont été repris, développés, et voilà. Donc il y a tout un travail maintenant de patrimonialisation, oui, de plaidoyer pour que cette coupa intègre le patrimoine universel de l'UNESCO. Voilà. Alors dernière question, Mesrit, je viens de voir l'heure, ça fait quasiment 1 heure qu'on est en train de discuter. Dernière question, quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes générations, à ceux qui sont présents avec nous, à travers ce livre? Le message de toute cette technologie, justement tu viens de dire que en fait si on pouvait faire des recherches encore approfondies, peut-être qu'on va trouver d'autres richesses très très importantes. Donc il faut continuer vraiment à faire ces recherches-là. Parce que c'est important, en fait, un monument, et ça, Glafili aussi l'a dit, comment participer justement c'est avec ces recherches-là qu'on peut mieux connaître ce bâtiment et justement et transmettre toutes ces richesses à la génération future. En tout cas, Laila Souad, merci beaucoup. Moi, j'ai énormément appris en te lisant. Donc, c'est un livre qu'il faut acquérir, qu'il faut lire, qu'il faut avoir dans toutes les bibliothèques des écoles d'architecture et autres. Bravo pour ton travail. Merci. Je pense qu'on va ouvrir une série de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.
question. J'aimerais savoir quelle est la symbolique de la coquille Saint-Jacques. Ah oui. La coquille Saint-Jacques, on la retrouve énormément dans le mihrab des mosquées. Et en fait, peut-être que c'est un peu... bon, il y a quelques auteurs qui le disent. Ils disent que c'est la parole de Dieu, en fait. Et j'en ai parlé dans mon premier livre, Le miracle de l'eau. Cité Jardin idéal. J'ai parlé de cette coquille. Et beaucoup de gens, justement, beaucoup de chercheurs, avec cette coquille Saint-Jacques, ont dit peut-être que cette rouba était le mihrab de la mosquée ancestrale. Et donc, c'est un élément symbolique très, très important qu'on retrouve énormément dans les mosquées. Et aussi, cet élément, après, a été reproduit par les Almohades. C'est un élément décoratif. La signification religieuse. Une signification religieuse, je ne sais pas, liée un peu à enfin, c'est la parole de Dieu. L'écho. Voilà. Moi, j'ai une question à poser à Saad. Je voudrais savoir quel est le lien, parce que dans ton livre, tu parles dans ton livre, tu présentes en fait des similitudes avec d'autres lieux, d'autres sites qui se trouvent à Madrid, à Cordoue, en Égypte. Et j'aimerais bien savoir quel est le lien que tu établis avec d'autres mosquées ou d'autres sites semblables. J'aimerais bien que tu nous racontes cette histoire de ressemblance. Et aussi, peut-être sur le plan graphique, les couleurs qu'on voit dans cette repas, elles sont étonnamment différentes de ce qu'on voit d'habitude. Cette couleur terre, sépia, on voit ça nulle part en dehors d'ici. Je veux dire, les pigments utilisés ne sont pas forcément ceux qu'on connaît. Merci. Oui, alors l'architecture de cette repas, les chercheurs ont fait également, ont donné justement les similitudes avec d'autres repas qui ont été construites bien avant en Espagne. Mais moi, j'essaie en fait d'expliquer qu'en fait, concernant donc ces arcs entrecroisés, en fait, c'est vraiment une innovation parce qu'ils sont construits en briques cuites. Et donc, c'est la différence. Mais sinon, au niveau, c'est vrai, au niveau conception, on retrouve énormément de similitudes avec d'autres repas construits en Espagne. Mais la repas almoravide est exceptionnelle dans son matériau de construction. Et le fait que les arcs avec quoi elle a été construite sont porteurs et non décoratifs, alors que dans d'autres coupoles, ces arcs sont décoratifs plus que porteurs. Ma question très bref. Par curiosité, je voudrais juste savoir comment s'appelle la source qui alimente tout ce parcours de la Roupa et qui l'alimente en eau. Pour les travaux de la restauration de certains lieux de la Roupa del Moravit, est-ce que les normes de l'authenticité ont été respectées? Merci. Au niveau de la restauration, donc on n'a pas parlé pour l'instant de la restauration. C'est encore tout un travail à faire. Moi,
C'est Rita, encore une fois, qui travaille sur cette roupa, qui va vraiment... c'est-à-dire donc, que dans mon livre, je ne parle pas de la restauration actuelle, je parle plus du système constructif, de l'histoire de cette roupa, qu'est-ce qu'elle représente, quel lien qu'elle a avec le sacré, quel lien avec l'eau, etc. Mais je ne parle pas de tous les... Bien sûr, maintenant, quelles sont les erreurs qui ont été commises au niveau de la restauration. Certainement, il y en a eu, bien sûr, parce que quand on ne connaît pas bien un monument vraiment d'une manière très approfondie, on ne peut pas faire sa restauration. On va faire des erreurs, c'est pour ça que peut-être ce livre va aider pour la prochaine restauration, puisque la roupa a été légèrement affectée par le séisme, comme beaucoup de monuments, un peu moins que les autres, et quelques fissures, et donc c'est justement peut-être que avec ce livre, on pourra peut-être mieux appréhender comment la restaurer. Comment la restaurer, parce qu'on aura un peu plus d'éléments pour la comprendre. Sur la question des sources d'eau qui alimentent la roupa. Les sources d'eau, il faut aller au miracle de l'eau, Marrakech Cité Jardin, parce que j'explique tout le système hydraulique de chaque dynastie. Et effectivement, pour la dynastie almoravide, j'explique vraiment toute la source qui vient de la montagne et qui, donc l'eau est véhiculée jusqu'aux portes de la ville en montrant tous les bassins où va l'eau, après quel circuit fait l'eau jusqu'à arriver à la roupa almoravide. Donc tout ce schéma. On peut visiter cette source? On ne peut pas visiter. Quelle source? Pour l'emplacement. Vous nous parlez a dit pas... qu'elle est située au niveau de la montagne, donc juste pour pouvoir... On ne peut pas connaître la source. Les sources, généralement, sont... Non, puisqu'il n'y a plus de source, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de source, il n'y a plus de Htara, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas de référence sur place. On peut la visiter, La source au pied de la montagne? Non, je vais vous expliquer une chose d'abord. C'est que les sources d'eau sont très, très profondes. Elles sont généralement à 40 mètres au-dessous du sol. Et les hydronomes, pour trouver une source, il y avait toute une connaissance, c'est-à-dire il y avait des spécialistes qui savaient trouver les sources d'eau. Et donc, une fois que la source est trouvée, elle est gardée et personne ne sait où elle est parce qu'il faut la protéger. Mais cette source ne tarit jamais. Mais je parle beaucoup de tous ces éléments de l'eau. J'en parle dans le livre du miracle de l'eau. Mais il y a une cartographie d'Htarat. Oui, il y a une cartographie. il y a par dynastie. Oui, donc en fait, on sait le parcours. Après l'urbanisation moderne a fait du ravage. Qui a fait du ravage. Mais voilà. Il y a Khalil d'abord, après. Merci Souad. 2, 3. Vas-y Khalil. Bon, merci Souad déjà pour la qualité de la présentation et pour ton acharnement et ton militantisme infaillible. Merci aussi de donner l'exemple. Moi j'ai des questions justement d'ordre technique. On a parlé du séisme et de son impact. Je trouve que c'est exceptionnel justement qu'un bâtiment aussi vieux ait résisté au séisme. Je ne sais pas s'il y a encore des recherches en parlant de technique, vous parlez d'innovation technique en briques de terre cuite. D'après mes sources, je pense que la brique de terre cuite a déjà été introduite dans la région d'Hermès bien avant le travail autour des Almoravides. On parlait de coupoles qui soient porteuses. Donc est-ce qu'il y a eu un travail justement qui explique quel est l'impact justement de ce séisme-là qui est grosse magnitude sur un bâtiment pareil? Est-ce qu'il y a justement des innovations techniques réelles? Quelles ont été ces innovations-là? Est-ce qu'elles ont été documentées? Est-ce qu'il y a eu un travail de recherche à ce niveau-là? Pas encore. Et s'il y a de la restauration, à quel niveau cette restauration doit se faire? Est-ce qu'il y a justement des pistes de recherche dans ce sens ou pas? Pour l'instant, il n'y a aucune recherche justement
sur ce point-là, c'est ce que je dis. Je dis qu'en fait, il y a tout un domaine qu'il faut maintenant engager dans la recherche. Et donc, après le séisme, non, il n'y a pas eu à ma connaissance, non. Non, mais dans ta question, en fait, tu as la réponse, parce que je te connais bien. C'est toi qui es censé nous répondre sur ce genre de questions. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au lendemain du séisme, que ça soit dans la presse nationale ou dans la presse internationale, moi je me rappelle, j'avais pris la route à 5h du matin ce jour-là de Casablanca pour monter sur le house. Et j'écoutais, en fait, parce que la radio marocaine n'émettait pas encore d'émissions spéciales. Ils ont commencé, je crois, à 8h ou à 9h. J'écoutais, je crois, France Inter, je crois, enfin une chaîne française, une radio française. Et en fait, les spécialistes qui se relayaient disaient une chose: pauvre construction en terre, pas adaptée, etc. Donc on est encore sur le vieux discours de l'architecture en terre, pas moderne, et en fait la modernité. Et une fois arrivé sur place, en fait on s'est tous rendu compte, toi le premier, parce que tu as beaucoup travaillé sur cette question, que les architectures en terre anciennes ont résisté mieux que les constructions en terre nouvelle, et encore mieux que les constructions en béton qui ne sont pas adaptées, qui répondent moins bien au séisme. Donc c'est là où en fait des bâtiments comme ça sont pour nous pleins de leçons et pleins voilà, d'ouverture. Je vois la maîtresse du temps qui vient. On a encore 2 questions qu'on prend et on arrête. On les prend l'une après l'autre et après on laisse ça. Très courte, ma question, c'est que tu as parlé donc de l'étoile qui ne peut être vue que du ciel. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas le minaret de la mosquée originelle qui, elle, pouvait surplomber, et par sa hauteur, on pouvait voir du haut, comme on voit maintenant du haut de la Koutoubia, on voit tout autour. Donc, elle est visible, mais d'en haut, évidemment, pas avec une navette spatiale. C'est bon. Donc, merci beaucoup, Madame Souad et Monsieur Karim, pour cette présentation et ces informations-là, qui sont très importantes pour nous en tant que futurs architectes. Donc, ma question se pose sur un point qui m'a beaucoup attiré, c'est à propos de l'eau. Donc, en général, on sait tous que l'eau, c'est un élément, une source qui est sacrée dans la religion. Et ce qui m'a attiré, c'est quelle est la raison ou la vraie raison ou la philosophie derrière la préservation et le stockage de cet élément au milieu et au-dessous de ces bâtiments religieux et sacrés. Donc c'est ça ma question. Alors, la première question, Fatine, tu sais qu'il y a encore les vestiges du minaret de la mosquée Almoravide qui existent. Et ça, c'est aussi justement, et qui n'ont jamais fait l'objet de recherche, alors qu'ils sont là, on les a devant nous. Et ça, justement, encore une fois, on a donc un vestige almoravide qui date depuis la création de Marrakech, et on n'étudie pas. On ne les montre même pas. Donc, moi, je trouve que vraiment les vestiges du minaret almoravide, qui aujourd'hui sont... il est là, donc... il est à côté de la Rouba almoravide et qui expliquerait ce que tu as dit, justement. Il y a un minaret. Ah, ouais. Il est existant. Les vestiges du minaret sont existants à Marrakech. Et justement, ça serait bien de les étudier pour en savoir davantage. Et la deuxième question, Mouad,
Je suis contente que tu sois là. C'est un de mes étudiants de l'UM6P. Et c'est très sympathique d'être venu. Tu parlais de l'eau. L'eau, j'ai expliqué qu'en fait, toujours l'eau, quand on va l'acheminer de la montagne et qu'on va vraiment investir de grands efforts d'aménagement hydraulique, une fois l'eau entrée à la ville, on va la mettre à l'intérieur de la mosquée pour mieux la protéger et pour lui donner justement tout ce symbolisme de sacré. Et c'est pour ça que toujours l'eau est à l'intérieur des grandes mosquées arabo-musulmanes. Merci Lalla Souad. On a joué un peu les prolongations Slima, donc je m'excuse. Merci à la présence, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci Souad pour ton travail, pour ta patience et pour ta production. Et on se donne rendez-vous pour ton prochain livre l'année prochaine. Alors, demain, encore une journée de visite. Vive les journées du patrimoine à Marrakech. Marhaba bikoum. À très bientôt. Merci. Merci Karim, merci Slima, merci au musée, merci tout le monde. Merci à vous d'être venus pour soutenir ce livre.